Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire organisé par l'Appel pour une école démocratique, l'APED. Je suis Olivier Motin, l'auteur secondaire de l'étude qui va vous être présentée et l'auteur principal de l'étude, Nico Hirt, est également dans la salle, si je puis dire, et il se joindra peut-être à moi dans la seconde partie plus interactive du webinaire. Alors, l'APED, c'est une association, pardon, qui, par ses analyses, sa revue, ses actions, milite en faveur de la construction d'un système scolaire plus égalitaire. Alors, par système scolaire plus égalitaire, ce qu'on entend, c'est un système scolaire qui permette à tous les élèves d'acquérir un bagage de connaissances ambitieux qui rend possible la compréhension critique du monde. Alors, quand on dit tous les élèves, ça signifie que nous, à l'APED, on porte une attention particulière aux élèves qui appartiennent aux catégories populaires et qui sont ceux qui souffrent le plus d'un enseignement inégalitaire. Et c'est dans cette perspective d'égalité que depuis pas mal d'éditions maintenant, on analyse les données des épreuves PISA avec pour objectif continu d'identifier les facteurs structurels qui jouent un rôle important en matière d'inégalité scolaire. Alors, lors de ce webinaire, on va procéder en 3 étapes. Dans un premier temps, je présenterai notre étude qui est réalisée à partir des données PISA 2022. Dans un second temps, je présenterai l'initiative citoyenne lancée par l'APED. C'est une initiative qui vise à apporter une réponse au constat que notre étude a soulevé. Ces 2 premières parties de présentation dureront ensemble 45 minutes. Et puis, il y aura une troisième partie, donc une partie débat, au cours de laquelle on pourra échanger entre nous. Si vous avez des remarques, des critiques, des éléments de débat à proposer, eh bien, on les traitera après la présentation. Si par contre, vous avez des questions de compréhension qui portent sur certains graphiques ou sur certains éléments de contenu que je vais présenter, vous pouvez alors les mentionner par le chat de l'application Zoom. Alors, ce chat, normalement, est accessible dans le bas de votre écran. Il y a une touche chat ou discuter, ça dépend de la version de Zoom que l'on a. Et avec ce chat, vous pouvez poser des questions à l'Assemblée. Et je demanderai à Cécile, qui est dans l'assistance et qui est par ailleurs la présidente de l'APED, de centraliser toutes ces questions-là et de m'interrompre s'il y a des questions de compréhension. Voilà, voilà. Ah oui, je vais demander aussi à chacun, mais je pense que c'est déjà le cas, de couper son micro. Comme ça, s'il y a un enfant qui pleure ou un chat qui miaule, on n'est pas dérangé au cours du webinaire par les bruits parasites. Alors, on va entrer dans le vif du sujet maintenant, et donc dans l'analyse que l'on a menée et qui porte sur les données PISA 2022. Alors, l'étude PISA, pour rappel, c'est une étude qui est organisée par l'OCDE et qui est menée dans environ 80 pays auprès des élèves de 15 ans. Cette étude PISA, elle est organisée aussi tous les 3 ans et elle porte essentiellement sur 3 domaines, les mathématiques, la lecture et les sciences. Alors, dans l'analyse qu'on va présenter aujourd'hui, on s'est centré sur les plus grands systèmes éducatifs européens, c'est-à-dire les systèmes éducatifs qui comptent plus de 50 000 élèves de 15 ans. Donc, on ne parlera pas des systèmes éducatifs asiatiques, ni des petits systèmes éducatifs européens. On ne va pas parler du Liechtenstein, par exemple. On s'est vraiment centré sur les 22 plus grands systèmes éducatifs européens. Et cette étude que l'on a menée, elle se penche sur les relations qu'entretiennent entre elles les 3 grandes variables qui sont actuellement visibles à l'écran, à savoir en premier lieu les inégalités scolaires, la ségrégation scolaire et le degré de libre marché scolaire. Alors cette troisième variable-là est un petit peu plus obscure, hein, un peu plus complexe. Et ce qu'on entend par degré de libre marché scolaire,
Ce sont des systèmes éducatifs qui sont caractérisés par, en premier lieu, une liberté plus ou moins grande pour des acteurs privés, subventionnés ou non d'ailleurs, de proposer une offre d'enseignement qui concurrence l'enseignement public. Alors, le système scolaire en Fédération Wallonie-Bruxelles, il se caractérise par exemple par une grande liberté de l'offre, puisque l'enseignement catholique scolarise une partie importante des élèves. Alors, les marchés scolaires, ils se caractérisent aussi par une liberté de choix qui est octroyée aux parents clients. C'est la liberté dont les parents jouissent pour choisir l'établissement de leurs enfants. Les marchés scolaires, un libre marché scolaire, se caractérise également par une certaine latitude, plus ou moins grande, plus ou moins officielle ou officieuse, donc une latitude dont jouissent les établissements scolaires pour attirer, filtrer et même parfois exfiltrer certaines catégories d'élèves. Une dernière grande caractéristique d'un libre marché scolaire, comme c'est le cas en Belgique, c'est que le financement, le subventionnement des établissements scolaires se fait au prorata du nombre des élèves qu'ils accueillent. Et donc, on va commencer par la première variable qui apparaît dans ce graphique. On va se pencher d'abord sur les inégalités scolaires. Voilà, première variable, l'inégalité sociale scolaire. Et on va l'aborder à partir de ce graphique qui vaut pour la Belgique. Alors, sur ce graphique, chaque point représente un élève. Sur l'axe horizontal, on a l'indice socio-économique de l'élève. Plus un élève est situé sur la droite du graphique et plus il est favorisé socio-économiquement. Pour le dire autrement, plus il est sur la droite, plus ses parents sont riches. Sur l'axe vertical de ce graphique, on a le score PISA. Alors l'échelle PISA, elle va de 0 à 1000. Ici, bon, notre droite, elle va de 200 à 700. Il n'y a pas beaucoup enfin, il n'y a pas du tout même de points qui vont en dessous de 200 et au-delà de ce qu'on voit sur ce graphique. Et donc, sur l'axe vertical, plus on progresse vers le haut et plus les scores des élèves sont élevés. Apparaît également en rouge une ligne rouge que vous voyez au centre du graphe. Et cette ligne rouge, on l'appelle la droite de régression. Et elle représente la tendance générale entre les deux variables. Donc, la tendance générale ici entre l'indice socio-économique de l'élève et le score obtenu à PISA. Alors, ce qu'on voit grâce à cette droite de régression et aussi grâce au nuage de points, c'est qu'il y a bien une relation entre ces deux variables. Les élèves favorisés d'un point de vue socio-économique tendent à obtenir de meilleurs scores que les élèves défavorisés. On voit aussi que la relation entre ces deux variables, elle n'est pas mécanique, elle n'est pas automatique. Il y a évidemment d'autres facteurs que l'origine sociale qui entrent en jeu dans la réussite scolaire d'un élève. Alors, il y a par exemple des élèves d'indices socio-économiques élevés qui obtiennent des scores PISA faibles, comme le montre la flèche dans le coin inférieur droit. Et il y a des élèves à l'indice socio-économique bas qui obtiennent des scores élevés. Et on donne ici la deuxième flèche donne l'exemple d'un de ces élèves à l'indice socio-économique faible qui obtient un score PISA élevé. Alors la question qui se pose à présent, c'est de savoir comment on peut produire un indicateur numérique d'inégalité scolaire qui reflète la situation qui est représentée par le graphe. Les nuages de points ne vont pas être les mêmes dans chaque pays, et donc comment est-ce qu'on peut quantifier l'inégalité à partir de ce genre de graphique? Alors, pour construire un indice d'inégalité sociale scolaire, pour construire donc un indice qui quantifie cette inégalité scolaire, on va prendre en compte deux paramètres. Dans cette slide-ci, on va s'intéresser au premier de ces deux paramètres d'inégalité scolaire. Et ce qu'on va regarder ici, c'est à quel point l'origine sociale des élèves détermine leur performance scolaire. Plus les points sont resserrés autour de la droite de régression, comme c'est le cas sur le graphe de gauche,
et plus les performances scolaires des élèves sont étroitement déterminées par leur origine sociale. On voit que sur le graphe de droite, l'origine sociale détermine moins intensément les performances scolaires des élèves. Il y a des élèves qui s'écartent plus de ce que pourrait prédire leur indice socio-économique. Si les points étaient parfaitement alignés sur la droite de régression, ça voudrait dire qu'il n'y a aucune chance pour les élèves d'échapper au déterminisme social en matière scolaire. Donc ce resserrement de points qui reflète le déterminisme social en matière de réussite scolaire va être le premier paramètre englobé dans notre indice d'inégalité scolaire. Mais pour construire cet indice d'inégalité sociale scolaire, on va utiliser un second paramètre. Alors, ce second paramètre, il va refléter l'ampleur des écarts de performance scolaire entre les élèves favorisés et les élèves défavorisés. Et l'ampleur de ces écarts, elle est renseignée par la pente de la droite de régression. Plus la pente est forte, comme c'est le cas sur le graphique de gauche, et plus les écarts sont importants entre élèves favorisés et défavorisés. Sur le graphe de droite, la pente est moins prononcée, ce qui signifie qu'il y a moins d'écart de performance entre élèves favorisés et élèves défavorisés. Eh bien, l'indice d'inégalité sociale scolaire que l'on a construit, il va être calculé en incorporant ces deux paramètres, en fait en les multipliant, la détermination statistique qu'on a vue lors de la slide précédente avec la pente de la droite de régression qu'on voit ici. Alors, au regard de cet indice d'inégalité que l'on a construit et qui combine donc les deux paramètres dont nous avons parlé, on constate que le système scolaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui est désigné par la flèche de gauche, fait partie des pires élèves européens, puisqu'ici, de gauche à droite, les systèmes éducatifs européens sont classés du plus inégalitaire à gauche au moins inégalitaire à droite. Et on voit que notre système scolaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles est dans le top 3 des systèmes scolaires les plus inégalitaires. La deuxième petite flèche concerne la Flandre. On voit que ça va un petit peu mieux en Flandre, mais que ce n'est pas brillant non plus. On note aussi sur ce graphique que de fortes inégalités scolaires ne sont pas une fatalité, puisque l'on remarque sur la droite du graphique que des pays comme la Norvège ont un indice d'inégalité 2 fois moins élevé que le nôtre. Donc les inégalités, bon, tous les systèmes scolaires ont une certaine inégalité, mais l'ampleur des inégalités, la détermination de ces inégalités par l'origine sociale varie assez fortement d'un pays à l'autre. Voilà donc pour notre première variable qui concernait les inégalités scolaires et qui nous a permis de constater que le système scolaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles était particulièrement inégalitaire. Alors maintenant, on va se pencher sur la seconde grande variable de notre étude, la ségrégation scolaire. Alors, mesurer la ségrégation scolaire, c'est mesurer à quel point des élèves qui présentent des profils similaires, sont concentrés au sein de certains établissements. C'est mesurer à quel point, en gros, se constituent des écoles ghetto au sein des systèmes scolaires. Les écoles ghetto, il peut y avoir des écoles ghetto qui concentrent les enfants de riches, qu'on appellera écoles ghetto de riches, et des écoles ghetto qui concentrent les enfants de pauvres et qu'on appellera ultérieurement des écoles ghetto de pauvres. Alors, sur ce graphique-ci, on trouve à nouveau l'indice socio-économique sur l'axe horizontal et le score PISA sur l'axe vertical. Attention cette fois, un point ne représente plus un élève, mais représente une école, un établissement scolaire. On peut se donner graphiquement une idée de la ségrégation scolaire en comparant la situation belge qu'on voit à l'écran à la situation norvégienne. Et là, on voit, ce qui saute aux yeux, c'est évidemment la différence dans la forme des nuages de points entre la situation belge et la situation norvégienne. On remarque
immédiatement qu'il y a une dispersion horizontale et verticale des points beaucoup plus forte en Belgique qu'en Norvège. On voit sur la gauche du graphique Belgique beaucoup d'écoles dont l'indice socio-économique est inférieur à moins 0,5 par exemple. Alors qu'en Norvège, sur la gauche du graphique, on ne voit pas d'école dont l'indice socio-économique moyen est inférieur à moins 0,5. Ce qu'on remarque aussi dans le bas du graphique belgique, c'est qu'il y a beaucoup d'écoles dont le score moyen est inférieur à 400 points. Et il y en a très peu en Norvège. J'en aperçois deux, hein, dans l'échantillon PISA, évidemment. Alors, ce que donc laisse apparaître ce graphique, c'est qu'il y a une double ségrégation. Une ségrégation qui est d'abord sociale, avec une forte concentration des élèves en Belgique selon l'indice socio-économique. Et il y a aussi une ségrégation académique. On remarque qu'en Belgique, les élèves sont fortement groupés en fonction de leur niveau scolaire. S'ajoute également à cela une troisième forme de ségrégation que les chercheurs appellent parfois ségrégation ethnique ou ségrégation culturelle, et qui en fait renvoie au fait que les enfants issus de l'immigration sont concentrés dans les mêmes écoles. Alors, pour quantifier la ségrégation scolaire, on a choisi comme indicateur le pourcentage d'élèves qui fréquentent soit une école ghetto, soit une école qui fréquentent une école ghetto, pardon, soit une école ghetto de riches, soit une école ghetto de pauvres. C'est pour ça qu'il y a deux couleurs sur les graphiques. Alors, ici, on a défini une école ghetto comme une école dont l'indice socio-économique s'éloigne de plus d'un demi-écart type de l'indice moyen du pays ou de la communauté. On ne va pas rentrer ici dans les détails techniques, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on aurait pu choisir d'autres indicateurs de ségrégation, mais que peu importe l'indicateur de ségrégation utilisé, on aboutit quasiment au même classement des systèmes éducatifs en termes de ségrégation. Alors, en observant ce graphique, on s'aperçoit qu'en termes de ségrégation, notre système scolaire de Fédération Wallonie-Bruxelles fait une nouvelle fois partie des mauvais élèves européens, puisqu'il n'y a que la Roumanie, la Hongrie et la Bulgarie pour faire pire que nous. On peut à présent jeter un œil aux relations qui unissent les deux premières variables qu'on a investiguées, à savoir la ségrégation scolaire et l'inégalité sociale scolaire. Alors, sur ce graphique, chaque point représente cette fois un système scolaire, donc habituellement un pays, sauf pour la Belgique où on a divisé le pays en deux communautés, la Fédération Wallonie-Bruxelles désignée par la flèche et la Flandre dont on parlera peu ce soir. Alors, donc sur ce graphique, chaque point représente un système scolaire. L'axe vertical rend compte de la ségrégation. Plus on progresse vers la droite et plus un système scolaire est ségrégé. Et l'axe vertical renseigne l'inégalité scolaire. Plus on progresse vers le haut et plus un système scolaire est inégalitaire. On voit apparaître une corrélation positive forte. C'est le petit r qu'on voit dans le coin inférieur droit. Une corrélation positive d'environ 0,7. Quand on sait qu'un coefficient de corrélation, ça a une échelle qui va grosso modo, qui va de 0 à 1, eh bien, on peut, avec ce coefficient de corrélation pardon, de 0,7, on peut dire que la corrélation, elle est très forte. Et la droite de régression nous indique que plus un système scolaire est ségrégé et plus il est inégalitaire. Alors, notre système scolaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui est dans le coin supérieur droit, désigné par la petite flèche, il apparaît ici comme à la fois très ségrégé et très inégalitaire. Alors, il y a certainement une relation de causalité entre la ségrégation scolaire et les inégalités scolaires,
Il y a d'autres études que la nôtre qui sont plutôt qualitatives ou plus microscopiques, qui montrent effectivement que la ghettoisation scolaire tire vers le bas les performances scolaires des élèves défavorisés. Alors ça se produit à travers toutes sortes de mécanismes. En fait, dans les écoles ghetto de pauvres, donc les écoles ghetto qui concentrent les enfants des milieux populaires, on peut par exemple observer un ralentissement du rythme des apprentissages. On va aussi observer que les objectifs d'apprentissage sont moins ambitieux ou que les cours sont moins denses. Dans ces écoles, ben, il est aussi plus difficile pour les enseignants d'aider les élèves à hauteur de leurs besoins, ben, parce que simplement les enseignants font face à une telle accumulation d'élèves en difficulté qu'il est difficile, il en devient difficile de les aider. Dans ces écoles ghetto de pauvres, on va aussi voir apparaître davantage d'écarts disciplinaires ou alors une ambiance scolaire générale moins favorable aux apprentissages ou à l'étude. Dans les écoles ghetto de pauvres, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a un plus grand turnover des enseignants. Voilà, il y a encore d'autres dynamiques négatives qui se produisent dans ces écoles ghetto de pauvres. Et donc, ben, tous ces mécanismes vont tirer les élèves défavorisés vers le bas et donc accroître les inégalités scolaires. Et c'est en ce sens-là qu'on peut dire qu'il y a une causalité, une relation causale qui part de la ségrégation scolaire, pardon, et qui va vers l'inégalité sociale scolaire. Mais il faut quand même être prudent. Euh, le coefficient de corrélation de 0,7, il ne s'explique pas uniquement par une relation causale. Il est tout à fait possible, en effet, que la relation causale, elle joue également dans l'autre sens. Il y a une relation causale qui part des inégalités et qui va vers la ségrégation scolaire. Il est en fait possible, même tout à fait possible, que l'inégalité d'un système scolaire encourage les parents à chercher davantage l'entre-soi social, et c'est alors l'inégalité scolaire qui renforce à son tour la ghettoisation scolaire. On a donc traité nos deux premières variables, les inégalités scolaires et la ségrégation scolaire, et on a vu qu'elles étaient fortement corrélées et qu'il y a une relation causale qui peut sans doute aller dans les deux sens, mais qui va notamment dans le sens, une relation causale qui va notamment dans le sens que la ségrégation scolaire engendre des inégalités scolaires. Alors, on va maintenant passer à notre troisième grande variable, le degré de libre marché scolaire. Alors, c'est très très difficile de quantifier le degré de libre marché scolaire parce que ça revient à réduire la complexité des marchés scolaires nationaux à une seule et unique variable numérique. Il y a une dizaine d'années, il y a des chercheurs estoniens qui avaient réalisé ce travail et qui avaient essayé de produire un indicateur numérique pour chaque pays. Le problème, c'est que ces données-là, elles datent d'il y a plus de 10 ans et que les reprendre aujourd'hui telles quelles, bah, c'est un petit peu bancal. Alors, pour quantifier le degré de libre marché, on aurait aussi pu se tourner vers la plateforme Eurydice. C'est une plateforme de l'Union européenne qui centralise les informations, des informations à propos des structures des systèmes scolaires européens. Mais malheureusement, ces données-là, elles sont aussi parfois superficielles pour certains pays. Et donc, ce n'est pas non plus quelque chose qui permet de produire un indice de libre marché qui soit tout à fait fiable. Alors, pour avoir une approximation valable du degré de libre marché, on a plutôt choisi d'utiliser les réponses des chefs d'établissement à 3 questions qui figurent dans le questionnaire école de l'étude PISA. Ces 3 questions, je vais les lire. Alors, la première, dans quelle mesure tient-on compte des facteurs suivants pour admettre un élève dans votre établissement? Et donc, la première question, on va demander à quel point, dans quelle mesure il est tenu compte du domicile de l'élève dans une entité géographique donnée. Ensuite, on va demander au chef d'établissement dans quelle mesure il est tenu compte de l'adhésion des parents à la philosophie pédagogique et religieuse de l'établissement.
Et enfin, dans quelle mesure il est tenu compte du dossier scolaire de l'élève avec ses résultats scolaires antérieurs. Alors, la logique de ces trois questions, ben, elle est la suivante. Plus il est tenu compte du domicile de l'élève, plus cela signifie que le marché scolaire est régulé, que la liberté de choix des parents est encadrée. Et en fait, dans beaucoup de pays, contrairement à la Belgique, une école est en effet proposée aux parents par les pouvoirs publics sur base de leur domicile. Donc, un grand nombre, oui, un grand nombre de réponses toujours à cette question va plutôt faire baisser notre indice de libre marché. Alors, on a considéré qu'un nombre élevé de réponses toujours à la question portant sur l'adhésion des parents à l'identité philosophique et religieuse de l'école serait indicateur de l'existence d'un nombre important d'écoles privées, subventionnées ou non d'ailleurs, qui sont concurrentes du réseau d'enseignement public. Et on a enfin considéré qu'un nombre élevé de réponses toujours à la question portant sur la prise en compte des résultats scolaires antérieurs serait indicateur d'une certaine liberté dans le recrutement des élèves. Et donc, ça va faire augmenter notre indice de libre marché. Les réponses toujours vont faire augmenter notre indice de libre marché. Alors, en combinant les réponses des chefs d'établissement à ces trois questions, on a construit un indice de libre marché scolaire. Notre indice, on est bien conscient qu'il n'est pas parfait, mais en fait, il donne des résultats assez cohérents avec ce qu'on sait des systèmes scolaires et il donne aussi des résultats cohérents avec les indices qu'on avait utilisés lors de nos analyses précédentes qui portaient sur PISA 2018 notamment. Donc, on pense que cet indice, s'il est imparfait, il est néanmoins assez fiable. Alors, que se passe-t-il lorsque l'on compare les systèmes éducatifs européens à l'aune de cet indice de libre marché? Eh bien, là encore, on observe que le système scolaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles fait partie du top 6 des marchés scolaires les plus libéraux. Alors, ce n'est pas du tout une surprise, puisque chez nous, la liberté de choix des parents est très peu régulée et qu'il existe un réseau concurrent de l'enseignement public, le réseau de l'enseignement catholique pour ne pas le nommer, qui capte une proportion importante des élèves. Alors, on va à présent s'intéresser à la relation qu'entretient le libre marché avec la ségrégation scolaire. Sur ce graphique, sur l'axe horizontal, on a le degré de libre marché. Plus on progresse vers la droite et plus le marché scolaire est libéral. Sur l'axe vertical, on a l'indice de ségrégation scolaire, et donc plus on progresse vers le haut et plus un système scolaire est ségrégué. Et on observe sur ce graphique une très forte corrélation positive de 0,77, ce qui est vraiment énorme. Donc il y a une très forte relation entre le libre marché et la ségrégation scolaire. Dans ce cas-ci, il y a guère de doute sur le sens de la relation causale. C'est bien le libre marché qui produit de la ségrégation scolaire et non l'inverse. En fait, l'inverse n'est pas plausible. Euh, il est très très peu probable que suite à l'observation de la ségrégation, des pouvoirs publics décident d'organiser le système scolaire en libre marché. Historiquement, c'est pas comme ça que les choses se sont faites. Et donc ici, on peut vraiment on est vraiment certain du sens de la relation causale. C'est bien le libre marché qui crée de la ségrégation scolaire et pas l'inverse. Alors on a aussi dans le bas du graphique un R carré qui est égal à 60,2%. Alors qu'est-ce que ça signifie que c'est 60,2%? Eh bien, ça signifie que les différences intra-européennes en matière de ségrégation s'expliquent pour 60% par notre indice de libre marché. Et ça, c'est vraiment énorme. Ça veut dire que le libre marché a un rôle très important sur la ségrégation scolaire. On peut à présent s'interroger sur la relation entre le libre marché
et l'inégalité scolaire. Alors, sur ce graphique-ci, sur l'axe horizontal, on a toujours le degré de libre marché scolaire, et sur l'axe vertical, on a cette fois l'indice d'inégalité scolaire. Et on observe également une relation nette entre libre marché et inégalité scolaire, avec à nouveau une corrélation qui est très élevée puisqu'elle est de 0,64, 0,643 ici. On observe alors dans le cadre vert un ensemble de pays qui sont caractérisés par une faible logique de marché et qui affichent peu d'inégalités scolaires. Et dans le cadre rouge, il y a aussi un ensemble de systèmes scolaires caractérisés par un marché très libéral et qui affichent de fortes inégalités scolaires. Et c'est dans ce cadre rouge qu'on va à nouveau retrouver le système scolaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors, il y a bien sûr des pays qui ont des situations un peu intermédiaires, et pour ça, il faudra aller rentrer dans le détail des caractéristiques de chaque système éducatif, ce qu'on ne va pas faire ici. On peut quand même s'attarder un tout petit peu sur le cas de la Suède. La Suède est désignée par le sigle SWE et elle est juste au-dessus du carré vert. Eh bien, la Suède, si on avait pris ses résultats à PISA 2012 ou à PISA 2015, peut-être encore, elle était auparavant dans le carré vert. Elle faisait partie des pays vertueux à la fois en termes d'inégalité scolaire. Et ce qui s'est passé en Suède, c'est que on a fortement libéralisé le marché scolaire. On a octroyé une plus grande liberté de choix aux parents en termes d'établissement scolaire et on a permis à toutes sortes d'acteurs de proposer, d'ouvrir des écoles. Et on a vu directement une réaction en Suède. Le système est devenu à la fois plus ségrégué et plus inégalitaire. Alors, dans ce cas-ci également, le sens de la relation causale ne fait guère de doute et on peut affirmer que le libre marché engendre de l'inégalité scolaire. Et cet effet néfaste du libre marché, il est tout sauf négligeable, puisque notre indice de marché explique 41% des écarts intra-européens en termes d'inégalité scolaire. C'est donc le libre marché, donc un facteur majeur d'inégalité sociale scolaire. Alors, les défenseurs du marché scolaire, qu'on compte surtout dans le rang des économistes libéraux, ils prétendent parfois que si le marché crée peut-être des inégalités, celles-ci, elles vont être, enfin, ces inégalités, elles vont être contrebalancées par un gain d'efficacité moyenne. C'est par exemple ce que disait Milton Friedman. Il écrivait dans le livre qui apparaît, favoriser le développement d'un marché scolaire permettrait à la concurrence de prendre son essor. Le développement et l'amélioration de toutes les écoles seraient ainsi stimulés. Oui, c'est un credo libéral classique que la concurrence et le marché sont les instruments qui vont améliorer tous les éléments finalement de la vie humaine. Eh bien, on va passer la prophétie de Milton Friedman au crible de l'analyse statistique. Et on voit que cette prophétie, finalement, elle ne résiste pas à l'analyse, comme le montre ce graphique-ci. Alors, on trouve ici, sur l'axe horizontal, le degré de libre marché, et sur l'axe vertical, le score PISA moyen des systèmes éducatifs. Et on voit que la droite de régression, elle est quasiment plate. Et donc, on ne peut pas affirmer qu'il y a une relation significative entre le degré de libre marché et le niveau scolaire moyen des systèmes éducatifs. Plus de marché n'entraîne pas une augmentation du niveau scolaire moyen des systèmes éducatifs. En conclusion de notre étude, on peut donc affirmer que le libre marché scolaire est un facteur puissant de ségrégation et d'inégalité scolaire. Et donc, réguler sensiblement le marché scolaire est nécessaire et même indispensable pour instaurer de la mixité sociale à l'école et pour bâtir aussi un système scolaire qui est plus égalitaire. Ne pas agir sur le libre marché scolaire,
c'est avoir très très peu de chance, c'est se donner très peu de chance de construire un système scolaire égalitaire. Et voilà, ici on en a fini avec la présentation des résultats de notre analyse. On va entrer dans un second temps, dans un second moment du webinaire, euh, où on va se demander que faire pour réguler le libre marché scolaire en Belgique et pour favoriser donc de ce fait la mixité et l'égalité scolaire. Eh bien, à la PED, on a tenté de répondre à cette question et on a élaboré une proposition qu'on a ensuite soumise à des experts pour l'améliorer. Et cette proposition, elle fait aujourd'hui l'objet d'une initiative citoyenne dont on peut voir les détails sur notre site internet et qui s'intitule « Une place pour chaque enfant dans une bonne école ». Alors, en quoi consiste cette proposition que nous faisons? Eh bien, préalablement, il faut rappeler qu'en Belgique, la liberté d'enseignement et la liberté de choix des parents sont inscrites dans la Constitution et que beaucoup de parents, de citoyens, d'acteurs politiques tiennent à conserver cette liberté, cette double liberté. Et pour nous, donc, il ne s'agit pas de mettre fin à cette liberté de choix des parents, ce qui serait sans doute irréaliste. Mais dans la situation actuelle, si on parle souvent de liberté de choix, c'est plutôt d'une obligation de choix dont on devrait parler, puisque dans la situation actuelle en Belgique, les parents sont contraints de trouver par eux-mêmes une école pour leur enfant. Et ce que notre initiative citoyenne propose, c'est d'en finir avec cette obligation de choix. Alors, comment ça? Eh bien, il s'agirait, pour les pouvoirs publics, de d'abord proposer une école qui soit à la fois proche du domicile des parents et mixte socialement. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne ferait pas à partir de la première secondaire, mais bien dès le début de la scolarité obligatoire. Alors, pour optimiser la conciliation entre ces deux paramètres, la proximité et la mixité sociale, on utiliserait un algorithme informatique sur lequel je reviendrai plus tard. Mais on a besoin d'un outil informatique pour réaliser cette affectation des enfants aux écoles qui permettent de concilier mixité et proximité. Alors, les parents conserveraient le droit de refuser l'école qui leur est proposée par les pouvoirs publics. Et donc, ils pourraient, dans un second temps, chercher une autre école par eux-mêmes, dans la limite des places disponibles. Alors, grâce à des expériences qui ont été menées dans d'autres pays, on sait que les familles de milieux populaires tendent à accepter l'école qui leur est proposée par les pouvoirs publics. Et donc, on est à peu près sûr que les élèves des milieux populaires ne seraient plus concentrés dans les mêmes écoles. Et de ce fait-là, on réduirait drastiquement la ghettoisation scolaire. Voilà donc pour le principe général de notre initiative citoyenne. Mais ici, je n'ai vraiment présenté que le principe général. Il y a beaucoup plus de finesse que ça dans notre proposition. Et vous pourrez, si ça vous intéresse, trouver une explication nettement plus détaillée, nettement plus fournie de cette proposition sur notre site Internet. Il y a un article qui s'appelle Principes généraux en vue d'un décret. Donc, c'est un article qui fait une vingtaine de pages, je pense, et qui détaille dans les moindres détails la proposition qu'ici je vous ai simplement présentée en une seule slide. Alors, en collaboration avec l'UC Louvain, l'Université catholique de Louvain, on a testé sur la région bruxelloise l'algorithme qui est censé concilier proximité et mixité. Et sur ce premier diagramme, on voit la situation actuelle à Bruxelles. Alors, ce qu'on observe, c'est qu'actuellement, 42% des élèves bruxellois, 20% en bleu et 22% en rouge, sont scolarisés dans des écoles ghetto. En bleu, ce sont les écoles ghetto de riches et en rouge, ce sont les écoles ghetto de pauvres. Et donc, il y a le reste des élèves fréquentent des écoles soit tout à fait mixtes, c'est les 34% en vert foncé, ou soit plus ou moins mixtes, je vais dire, ce sont les 24% avec un vert un peu plus pâle. Alors,
en simulant notre algorithme, on a montré que notre proposition, pardon, euh, aboutirait sur une situation radicalement différente. Alors, on voit sur ce deuxième diagramme la situation à laquelle on aboutirait à Bruxelles si on utilisait notre algorithme conciliant proximité et mixité. Alors, ce qui saute aux yeux, c'est d'abord que les écoles ghetto de pauvres en rouge disparaîtraient. Et il ne subsisterait finalement que quelques écoles ghetto de riches en bleu. 6% d'élèves seraient encore scolarisés dans des écoles ghetto de riches. Ce qu'on observe aussi, c'est que on aurait 76% des élèves bruxellois qui seraient scolarisés dans des écoles tout à fait mixtes et 18% dans des écoles plutôt mixtes. Donc ça tranche réellement avec la situation actuelle. Alors géographiquement, voici ce que ça donne en région bruxelloise. On a à gauche la situation actuelle et à droite la situation qui résulte de la simulation de notre algorithme avec Louvain. Alors, en rouge, on a les écoles ghetto de pauvres qui aujourd'hui se trouvent très nombreuses dans le centre de la région bruxelloise, et en bleu, les écoles ghetto de riches, mais qui subsistent quand même, donc avec notre algorithme, il subsisterait quand même à Bruxelles des écoles ghetto de riches, parce que bon, dans les quartiers du sud et de l'est de Bruxelles, ce sont des quartiers tellement huppés il est difficile d'éliminer là les écoles ghetto de riches. Mais ces écoles-là posent moins de problèmes que les écoles ghetto de pauvres, puisque bon, elles ne pénalisent pas les enfants les plus fragiles. Alors, on pourrait penser qu'en favorisant la mixité scolaire, notre algorithme allonge les trajets des parents, les trajets domicile-école. Mais on voit en fait que ce n'est pas le cas. Avec la première petite flèche blanche, là, on voit que la distance moyenne domicile-école a été réduite avec notre algorithme, puisque dans la situation actuelle, elle est de 1,3 km, et avec notre algorithme, on passe à 900 mètres. Alors, dans cette simulation, avec la deuxième flèche, on voit qu'aucun élève ne fréquente une élève qui est située à plus de 3 km de chez lui. Et on voit aussi qu'on a réduit de moitié le pourcentage des élèves qui fréquentent une école située à plus de 2 km de chez eux, puisque dans la situation actuelle, on a 20% des élèves qui sont scolarisés dans une école située à plus de 2 km, et avec notre algorithme, on tomberait à 10,7%. Donc, on peut être rassuré sur le fait que il est possible de produire de la mixité sans allonger les trajets domicile-école. Alors, notre combat pour la régulation du marché scolaire et donc pour la mixité scolaire, il n'est pas gagné d'avance, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Et il est même permis de douter de la faisabilité politique de notre proposition. C'est pas une proposition qui est facilement avalisée par les pouvoirs politiques. Mais à l'APED, il nous semble que la ségrégation scolaire est à ce point problématique, et c'est une problématique trop importante pour qu'on adopte une attitude fataliste et qu'on laisse tomber les bras. Donc, on croit à l'APED, on croit qu'il faut au contraire se saisir de la question si on veut la faire avancer. Ça rejoint ici la citation de Baldwin, pardon. On ne peut pas changer tout ce qu'on affronte, mais rien ne peut changer tant qu'on ne l'affronte pas. Alors, notre proposition, aujourd'hui, elle est déjà soutenue par de nombreux signataires. Dans ces signataires, on va retrouver les trois syndicats, les trois principaux syndicats enseignants, des professeurs d'université, des associations, des enseignants, des chefs d'établissement, le réseau wallon de lutte contre la pauvreté, etc. Et donc, ben, ce dont on a besoin aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire avec la PED, c'est de faire avancer cette coalition et de l'élargir plus cette proposition, plus cette initiative citoyenne sera portée par un nombre important de personnes, mais plus on a de chances de la faire avancer
et donc de faire avancer la mixité scolaire et l'égalité scolaire. Il y a ici l'adresse de notre site www.scolo.org/initiative. Mais il suffit d'aller sur notre site et on trouve très très facilement la page qui est dédiée à cette initiative citoyenne. Et voilà, pour ma part, je crois que j'ai plus ou moins respecté le timing des 45 minutes. Et donc, j'ai donc présenté l'analyse et la proposition de la PED. Et puis maintenant, mais je pense qu'on peut en discuter entre nous, en débattre. Et donc, je ne sais pas, Cécile, s'il y a déjà eu